Chaque année, les chutes du Niagara attirent des millions de touristes. Mais quel est le prix de ce succès? Partez à la découverte des multiples facettes de ce lieu emblématique. Niagara Inc., un documentaire à regarder maintenant sur ici-tout.tv. Bonjour, ici Sami Rebaïn, il est 5h et voici vos informations. Le gouvernement Carney n'a plus besoin de l'appui de l'opposition pour faire adopter ses projets de loi. Les libéraux ont remporté les 3 élections partielles d'hier soir, ce qui leur assure la majorité aux communes avec 174 députés. Si les victoires dans les 2 circonscriptions de Toronto étaient prévisibles, c'est dans Terrebonne que la lutte a été la plus serrée. Laurence Martin. Cette fois, la victoire est claire et les libéraux se trémoussent pour la célébrer. Un peu après minuit, la candidate Tatiana Auguste fait son entrée dans une foule qui scande son nom. Terrebonne était jusqu'il y a 1 an et demi imprenable pour les libéraux. Terrebonne, elle est à la table des décisions. Dans les dernières semaines, les troupes de Mark Carney ont mis toute la gomme en allant cogner à près de 50 000 portes et en envoyant des dizaines de ministres et députés sur le terrain. La militante Marie-Josée Bock. On n'a jamais été aussi bien. Une victoire incroyable. Tatiana a tout donné. C'est évidemment pas le résultat qu'on espérait tous. Au Bloc québécois, le choc est dur à encaisser pour la candidate défaite Nathalie Sinclair-Desgagnés. On n'a vraiment pas de quoi rougir. Et c'est le cas de le dire. On n'a pas eu le résultat espéré, c'est sûr. C'est sûr qu'on peut être déçu maintenant. Les bloquistes aussi avaient déployé des ressources importantes. Le chef Yves-François Blanchet est venu 9 fois dans la circonscription et plaidait qu'il fallait un contrepoids à Mark Carney au Parlement. Le militant Paul-André Desbiens. Énormément déçu. Je ne réussis pas à comprendre que des Québécois francophones votent encore pour le Parti libéral. Les bloquistes ont perdu leur fief. Ils espèrent le reconquérir. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Terrebonne. La première ministre désignée du Québec, Christine Fréchette, sera assermentée demain. Après un bain de foule à Trois-Rivières hier matin, la nouvelle chef de la CAQ s'est rendue à Québec pour rencontrer le secrétaire général du gouvernement. Elle a discuté avec le premier ministre du Canada, Mark Carney, et avec plusieurs autres premiers ministres des provinces. Christine Fréchette promet de mettre en place rapidement plusieurs mesures pour aider les Québécois à faire face au coût de la vie. Je veux donc donner suite à cet engagement d'améliorer la situation sur le plan financier des familles à travers, par exemple, une mesure pour réduire le coût du panier d'épicerie. Je m'y suis engagée et on va y donner suite très prochainement. Également au niveau du coût de l'habitation. Et là-dessus, vous savez très bien que je veux aider la jeune génération à devenir propriétaire. Donc, il y aura une annonce au cours des prochains jours en lien avec le remboursement de la taxe de bienvenue, ou si on veut de manière plus formelle, les droits de mutation. Et puis également, je vais m'engager à donner suite à ce que j'ai dit aux agriculteurs, à savoir qu'il y aurait la taxe carbone qui sera remboursée. Christine Fréchette dévoilera la composition de son Conseil des ministres la semaine prochaine. On va maintenant dans l'ouest du pays. Il y a 10 ans, la Colombie-Britannique déclarait l'état d'urgence sanitaire face à la crise des drogues toxiques. Depuis, plus de 18 900 personnes ont perdu la vie dans la province, malgré d'importants efforts en matière de prévention et de traitement. Voici les explications de Benoît Ferradini. Ces mots du 14 avril 2016 donnent froid dans le dos. La province reconnaît que la crise des surdoses est un défi sans précédent et déclare l'état d'urgence. À l'époque, la peur des autorités est que le nombre de morts atteigne les 800 par an. 7 ans plus tard, en 2023, 2600 personnes vont mourir en 1 an. Lisa White de Langley a perdu sa fille Renée en 2020. I don't think the general community realizes that we're losing more people to toxic drugs than to any other cause. Elle ne croit pas que le public réalise que les surdoses liées aux drogues contaminées sont la principale cause de mortalité des jeunes dans la province. Et 10 ans plus tard, c'est toujours une réalité contre laquelle se bat le médecin spécialiste des addictions, Paxton Bark. The fact that we're here 10 years later with very little change in... Le fait qu'on soit encore ici 10 ans plus tard sans que les chiffres aient beaucoup changé, explique-t-il, c'est un crève-cœur. I'd never expected us to have made such little progress in 10 years' time. Je n'aurais jamais pensé qu'on fasse si peu de progrès en 10 ans, dit le docteur Bach. Depuis 2024, le nombre de décès a commencé à diminuer sans qu'on sache exactement pourquoi. Mais il y a encore en moyenne 5 personnes qui meurent tous les jours d'une surdose en Colombie-Britannique. Ici Benoît Ferradini, Radio-Canada, Vancouver.
Le taux d'incidence de cancer est en légère baisse au Canada selon un rapport de l'Association médicale canadienne sur l'état du cancer en 2026. Environ 254 000 personnes recevront un diagnostic de cancer cette année et près de 88 000 en mourront. Les taux de cancer sont les plus bas dans l'ouest du pays. Le Québec affiche le taux d'incidence le plus élevé au Canada. Voici le porte-parole scientifique et médical de la Société canadienne du cancer, Denis Soulière. Au Québec, malheureusement, on était champion en tabagisme pendant bien des années et les effets du tabac commencent dès le moment où on a commencé à en prendre. Par contre, le Québec n'est pas affecté que par les cancers qui sont liés au tabagisme avec une incidence qui est plus élevée. Les autres types de cancers qui ne sont pas liés au tabac sont aussi plus élevés au Québec. Le cancer demeure la première cause de mortalité au Canada. Finalement, je vous rappelle en terminant que les libéraux de Mark Carney ont raflé les 3 élections partielles d'hier soir. Les libéraux de Mark Carney l'ont emporté facilement dans les circonscriptions torontoises de University Rosedale et dans Scarborough Sud-Ouest. Dans Terrebonne, le résultat a été plus serré, mais la candidate libérale a devancé son adversaire bloquiste. Voilà, c'était l'essentiel de vos informations. Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Nous sommes le mardi 14 avril. Voici à la une. Bonjour, bon mardi. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous ce matin pour commencer cette nouvelle journée. Oui, alors on a les élections, les résultats plutôt des élections partielles d'hier, quoiqu'à Toronto, ça a été assez tôt en soirée où on a pu confirmer que les 2 porte-couleurs des libéraux ont remporté les circonscriptions en question. C'était pas vraiment un suspense. Par contre, dans Terrebonne, qui du Bloc québécois ou du Parti libéral du Canada allait l'emporter? C'est finalement Tatiana Auguste, la candidate libérale, qui conserve la circonscription, même si la dernière élection avait été annulée par la Cour suprême. 731 voix de majorité, 731 personnes donc qui ont choisi Tatiana Auguste. Donc maintenant, le gouvernement libéral de Mark Carney a une confortable majorité pour gouverner à la Chambre des communes. On va revenir sur tout ça, vous faire entendre des extraits des réactions, des discours des candidates, et Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard. Donc, mais voilà, ça s'est décidé tard hier soir. Il a fallu attendre vraiment que tous les votes soient dépouillés avant de pouvoir vraiment déclarer une vainqueur, avant que Tatiana Auguste prenne la parole devant ses partisans, entre autres à Terrebonne. Alors, on va faire le tour de ça et des réactions dans les prochaines minutes. Autour de la table en ce moment, Julie-Jasmine Boudreau est là, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va faire ensemble le tour tout à l'heure, Julie-Jasmine, de nouveaux intronisés, nouveaux nommés au Panthéon du rock. Oui, voilà, le Rock and Roll Hall of Fame. Oui. Oui, c'est ça. On aura donc des nouveaux inscrits. Ça va se faire en novembre prochain à Los Angeles. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Il y a un groupe métal que vous aimez, Mathieu. Oui? Non, parlez-moi de ça. Est-ce qu'on va en entendre? C'est un autre affaire. C'est ça. Je sais pas. C'est peut-être un peu de bonheur pour faire jouer. Les pauvres oreilles de nos auditeurs. Pour faire jouer du Iron Maiden. On va peut-être y aller avec Phil Collins. Hein? C'est peut-être un meilleur choix. C'est plus consensuel, en tout cas. Ouais. OK, merci. À tantôt, Julie-Jasmine. Véronique, à la météo, c'est encore du temps gris, encore de la pluie. Eh oui, ça s'en vient encore. On a une petite fenêtre ce matin où on pourrait voir quelques éclaircies. Timide, mais quand même, quelques-unes. La pluie va reprendre du service, évidemment, dès la matinée en Outaouais, mais plus en après-midi. Début d'après-midi, fin de matinée pour les autres secteurs, disons ça pour être prudent. Des précipitations qui vont encore laisser 15-20 mm. Alors, des bulletins spéciaux en vigueur pour les Laurentides, secteur de l'Outaouais, parce que c'est le deuxième système coup sur coup là, qui va laisser des accumulations quand même assez importantes. Les vents du nord-est vont prendre le relais, mais assez tard en après-midi. Pour l'instant, les températures seront autour de 9 à 11 degrés aujourd'hui, peut-être 14 en Estrie. La nuit prochaine, ça va s'estomper graduellement. Il restera un petit peu de pluie,
un peu de bruine, du brouillard, des températures de l'ordre de 4 à 7 degrés. Et demain, on sera encore sous la grisaille, mais avec cette fois une probabilité d'averse demain. Donc, pas tant de précipitations, petite averse dispersée ici et là. Les températures qui reviendront entre 12 et 15 degrés, sensiblement le même scénario jeudi. On vise l'amélioration vers la fin de la semaine et il y a aussi de la chaleur qui se dessine. Vous avez certainement vu ces articles passés sur la vague de chaleur qui se pointe aux États-Unis. 35 degrés et plus, secteur de Washington, demain et jeudi. Est-ce qu'on y goûtera sur le sud du Québec? On devrait franchir le cap des 20 degrés samedi. Mais pas pour tout le monde. Les gens de la Côte-Nord, il n'y a pas de soupçon de douceur en vue. Mais disons qu'on pourrait toucher les premiers 20 degrés sur le sud du Québec samedi. Sinon, du côté de l'Abitibi, la pluie commencera aussi cet après-midi. On se maintient légèrement au-dessus de zéro aujourd'hui. Généralement nuageux, Saguenay, Lac-Saint-Jean, secteur du Bas-Saint-Laurent, 4 à 7 degrés, des précipitations qui commenceront plus tôt ce soir. C'est un peu la même chose vers la Gaspésie, la Côte-Nord, un petit peu plus de soleil aujourd'hui. 4 à 9, ce sont les maximums anticipés, mais comme les précipitations commencent ce soir dans l'Est, il pourrait y avoir un petit peu de bruine verglaçante là-dedans. Les températures seront très près du point de congélation. En territoire ontarien, on a encore des nuages et quelques averses sur la portion nord et centre. On a des précipitations aussi Toronto, Windsor, des risques d'orage, des températures de l'ordre de 21-26 degrés. Les averses sont surtout ce matin. Ottawa, ça recommence ce matin. Il y a un risque d'orage en après-midi. Le maximum, c'est 11. Et dans l'ouest, la pluie se poursuit à Vancouver. Neige en secteur montagneux. Pluie aussi du côté d'Edmonton. Pluie variable vers Calgary. C'est du 6 à 12 degrés. La quinzaine pour le sud de la Saskatchewan et le sud du Manitoba. Ce sera plutôt près de 10 sous un ciel variable et de l'air plus frais qui se dessine dans les prairies dans les prochains jours. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Au sport, Olivier, on sait, le portrait des séries commence à se préciser dans la Ligue nationale de hockey. 3 équipes canadiennes vont faire partie de ces séries de fin de saison. En fait, lorsqu'on regarde le tableau des séries éliminatoires en ce moment, on peut dire que la photo de famille est complète. Reste à savoir maintenant qui sera à côté de mon oncle, à côté de ma tante, le petit cousin, la cousine. On les place où sur la photo? Parce que toutes les équipes, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, sont confirmées. Il reste encore des petites places. On parle du Canadien de Montréal, entre autres, qui sera en action ce soir contre les Flyers de Philadelphie. Reste à savoir si le Canadien terminera devant ou derrière le Lightning de Tampa Bay, ce qui donnerait un avantage de la patinoire. Mais il y a d'autres divisions dans lesquelles on va déterminer qui se terminera deuxième, premier ou troisième, et donc ça pourra influencer peut-être les duels qu'on aura pour ce premier tour des séries éliminatoires. On peut cependant dire effectivement qu'il y aura 3 équipes canadiennes, 2 dans l'Est. Je vous ai parlé du Canadien de Montréal, mais on peut parler aussi des Sénateurs d'Ottawa, qui pour l'instant sont la dernière équipe repêchée dans l'Est. Ça pourrait bouger avec les Bruins de Boston qui seront en action ce soir. Donc ces 2 équipes-là, c'est pas certain qui jouera soit contre les Hurricanes ou les Sabres de Buffalo, qui sont les 2 équipes championnes dans leur division dans l'Est. Et sinon, dans l'Ouest, les Oilers d'Edmonton, qui se sont accrochés, malgré l'absence de Leon Draisaitl, blessé, se sont accrochés donc à leur position en séries éliminatoires. Ils sont présentement 2e dans la division Pacifique. De leur côté aussi, ça pourrait bouger un peu dans le positionnement. Mais donc, voilà, 3 équipes canadiennes déjà qualifiées. Et puis sinon, dans l'Est, je vous parlais des Bruins et des Sénateurs. Ce sont les 2 équipes qui sont repêchées dans l'Est, et dans l'Ouest, ce sont le Mammoth et les Kings de Los Angeles qui terminent tout ça. Donc, c'est cette semaine que ça débute, les séries éliminatoires. On aura les quelques derniers matchs jusqu'à mercredi. Puis jeudi, vendredi, on aura le début des séries éliminatoires. Et là, on pourra vraiment se parler des duels, évaluer contre qui on devra mettre nos meilleurs joueurs, nos meilleurs éléments. Pour le Canadien de Montréal, c'est maintenant bouclé. Ce sera contre le Lightning de Tampa Bay. Reste maintenant à savoir si on aura l'avantage de la patinoire. Mais c'est un duel pour lequel on pourra se préparer. On a eu quelques matchs déjà récemment là, pour voir un peu à quoi va ressembler. Oui. C'est le premier tour des séries éliminatoires, donc ça risque de se pousser un peu pour ce premier tour. Parlons du soccer. On a plus de détails sur le congédiement de l'entraîneur du CF Montréal. C'est Lucas Saputo, le directeur principal recrutement et méthodologie sportive chez le CF Montréal, qui s'est adressé aux médias. On a fait un mea culpa pour cette décision déjà d'avoir assuré le poste de Marco Donadel au poste d'entraîneur-chef l'an dernier, et un peu pour les insuccès de l'équipe. En fait, c'est la raison qui a poussé donc l'équipe à se départir de son entraîneur-chef. L'année dernière, on avait compris peut-être que ça allait mal parce qu'on n'avait peut-être pas les effectifs en place pour connaître du succès. Cette année, il y avait de plus grandes ambitions, et malheureusement, avec cette fiche de 1 victoire, 6 défaites, on ne répond pas aux attentes, et c'est ce qui a poussé l'équipe à se départir de Marco Donadel et mettre en place Philippe Lafroy comme entraîneur intérim. Lucas Saputo a d'ailleurs pris une partie du blâme pour les insuccès de l'équipe. Tout le monde prend à partie dans les conséquences, évidemment. On prend notre part aussi, les joueurs aussi, le staff aussi.
Mais ultimement, on ne pensait pas que le coach et le staff mettaient en valeur les joueurs qu'on a apportés, qu'ils ont quand même de l'expérience dans cette ligue et qui ont fait voir qu'ils peuvent jouer dans cette ligue. Et on ne pense pas qu'il les a mis dans les meilleures positions pour les faire voir leur vraie valeur. En espérant que l'équipe pourra connaître du succès, c'est ce qu'on veut dans le cas du CF Montréal. Et là, une belle occasion déjà cette fin de semaine. Prochain match, c'est à la maison, encore au Stade Saputo, contre les Red Bulls de New York. Une équipe qui connaît tout de même un bon début de saison. Ce ne sera pas facile, mais quand même, il y a peut-être là une manière de donner un coup de barre pour relancer cette saison. On est encore tôt dans cette saison, donc tout est encore possible. Donc, on verra ce que Philippe Lafroy pourra faire justement avec ses effectifs qui sont sous sa main. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Allons-y maintenant avec la une des différents quotidiens, évidemment, au Québec, ce qui retient l'attention et même ailleurs au pays, c'est ces élections partielles. Ce sont ces élections partielles et ça donne une majorité au gouvernement de Mark Carney. Maintenant, la presse titre « Les deux mains sur le volant ». D'ailleurs, on va revenir sur le sujet avec Jean-Philippe Robillard. On vous fera entendre des réactions. La presse parle également de la conférence de presse de Christine Fréchette, nouvelle première ministre désignée du Québec, qui a parlé d'un exercice d'équilibriste dans la formation de son Conseil des ministres. Retirer également la taxe de vente du Québec, la TVQ, sur certains produits à l'épicerie, comme promis. Ce sera une annonce rapide et simple pour Christine Fréchette, mais former son Conseil des ministres, ce sera un exercice d'équilibriste, reconnaît-elle. On lit dans la presse que donc la successeur de François Legault a tenu sa première conférence de presse dans l'édifice Honoré-Mercier, dont elle est la nouvelle locataire. Son premier défi, évidemment, c'est de rétablir l'unité au sein du parti. En matinée, elle dit avoir eu une première discussion avec Bernard Drinville, qui a accepté de se rallier. Il avait d'ailleurs plus tôt hier dans la journée publié un message sur les réseaux sociaux en ce sens. Donc, on revient sur cette conférence de presse de Christine Fréchette dans la presse. En une du Journal de Montréal, bien sûr, Carney devient majoritaire, mais ce qui retient l'attention également, c'est le tribunal qui rappelle à l'ordre une ambassadrice du Canada qui sera obligée de payer ses impôts au Québec. C'est en fait l'ex-ambassadrice du Canada à la Barbade qui vient d'être rabouée par une juge après avoir refusé de payer ses impôts au Québec. Elle estimait avoir coupé ses liens avec la province dont elle dit se tenir loin. Il s'agit de Marie T. Legault qui avait été nommée en 2016 par le gouvernement de Justin Trudeau comme ambassadrice à la Barbade. Elle a seulement payé des impôts à Ottawa en 2018 et en 2019. Elle s'est retrouvée dans la ligne de mire de Revenu Québec. Elle disait que comme elle vivait à l'extérieur, elle n'avait pas à payer ses impôts au Québec, malgré ses prétentions. Elle avait conservé plusieurs liens avec le Québec, dit la juge dans sa décision. Par exemple, elle a conservé une résidence à Rigaud. En 2021, elle avait aussi fait l'acquisition d'un immeuble à logement à Montréal dans lequel logeait sa fille et là où elle pouvait séjourner parfois. Donc, elle vient d'être rabrouée par le fisc, devra payer cet impôt. Vous pourrez lire cette histoire en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce matin. En une du Devoir, encore une fois, Carney franchit le Rubicon de la majorité parlementaire. Le Parti libéral du Canada a remporté les élections partielles dans la grande région de Toronto hier soir et également Terrebonne. Il a fallu attendre plus tard, mais c'est fait également pour Terrebonne. Donc, le Devoir revient là-dessus, tout comme sur la conférence de presse de Christine Fréchette qui a promis hier des actions rapides. Et on apprend aussi à la une du Devoir que Kev Lambert est à la Sorbonne. Son roman « Querelle de Roberval » paru en 2019 est au centre d'un cours de théorie littéraire donné à la Sorbonne ce semestre. Vous pourrez lire ça dans le Devoir de ce matin. Le Globe and Mail revient évidemment sur les élections partielles, mais également sur ce conflit entre le pape et le président Donald Trump qui a franchi des lignes rouges pour certains fidèles partisans. Titre le Globe and Mail, l'ex-ambassadeur des États-Unis au Vatican, Francis Rooney, est interrogé et dit que la dernière fois qu'un gouvernement ou qu'un dirigeant mondial s'est ouvertement opposé au chef de l'Église catholique, il s'agissait de Joseph Staline, demandant combien de divisions militaires le pape avait à sa disposition. Près d'un siècle plus tard, donc, Donald Trump a trouvé un nouveau
nouveau langage pour railler l'évêque de Rome, qualifiant le pape Léon XIV, premier américain d'ailleurs à occuper ce poste, et critique de la guerre en Iran de faible face aux crimes et de désastre pour la politique étrangère. Vous pourrez lire donc le résumé de cette histoire-là en une du Globe and Mail de ce matin. Puis je termine avec le site de Radio-Canada. Intéressante analyse de mon collègue Raphaël Bouvier-Auclair à la suite de la défaite de Viktor Orban en Hongrie. Est-ce que c'est une leçon hongroise pour Donald Trump? Ce fin de règne de 16 ans pourrait servir d'avertissement de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis. On sait que Donald Trump a mis son poids dans la balance pour appuyer Viktor Orban, donc qui a été défait aux dernières élections. Vous pourrez lire l'analyse de Raphaël ce matin sur le site de Radio-Canada. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va revenir, sur ces élections partielles. Il en est beaucoup question ce matin, un peu partout dans les médias. Bien évidemment, parce que ça change la donne au Parlement. Le gouvernement de Mark Carney devient évidemment majoritaire avec 3 gains lors de ces partielles, notamment dans la circonscription de Terrebonne, où ça a été particulièrement serré. Oui. Comme à la dernière élection, Mathieu, là, ça a vraiment été serré toute la soirée. Les libéraux et les bloquistes, donc, qui se sont livrés une chaude lutte. À la dernière élection, vous vous en souvenez sans doute, c'était la libérale Tatiana Auguste qui avait gagné, mais par une seule voix seulement devant la candidate bloquiste, là, Nathalie Sinclair-Desgagnés. Finalement, on le sait, l'élection avait été annulée par la Cour suprême du Canada après qu'il y ait eu une contestation judiciaire. Alors, hier soir, un peu d'une certaine façon, si on peut dire, c'est un match revanche pour les deux femmes. Et vous l'avez dit, donc, c'est la libérale Tatiana Auguste qui a remporté l'élection avec 48 % des voix, avec une majorité de 730 ou 731 voix. Il faudrait regarder les derniers résultats devant la bloquiste. En tout cas, on parle de moins de 2 % des voix, mais c'est la libérale qui a gagné. On écoute donc la candidate libérale qui a été élue. Je l'avertis, le son n'est pas très, très bon, mais ça nous permet de l'entendre, suivi du ministre libéral Joel Lightbound. Terrebonne est à la table des décisions en ce moment. Je vais travailler tous les jours pour eux, pour que la voix de Terrebonne soit entendue partout à Ottawa et où ça compte absolument. Je pense que ça montre l'alignement des priorités de M. Carney et de notre gouvernement avec les priorités des Québécois. Et c'est certainement pas la division que propose le Bloc. C'est défendre la souveraineté du Canada, de bâtir une économie forte. C'est l'offre du Parti libéral. Alors, autre réaction, celle de la candidate bloquiste défaite. On l'écoute. C'est évidemment pas le résultat qu'on espérait tous. On n'a vraiment pas de quoi rougir. Et c'est le cas de le dire. On n'a pas eu le résultat espéré. C'est sûr. C'est sûr qu'on peut être déçu maintenant. Oui, Mme Sinclair-Desgagnés, qui avait mené cette consultation, ou en fait cette contestation jusqu'à la Cour suprême, a fait du sociofinancement pour ce faire. Bon, ça a été plus facile pour les libéraux dans les 2 circonscriptions de l'Ontario. On s'attendait à ça. Oui, dans la région de Toronto, parce que c'était 2 châteaux forts. Alors, c'est vraiment pas une surprise. C'est vraiment pas une surprise si les libéraux ont gagné. Dans la circonscription de University Rosedale, qui est l'ancienne circonscription de Chrystia Freeland, c'est Daniel Martin qui a gagné avec 64 % des voix devant la candidate du NPD qui a récolté un peu moins de 20 % des voix. Le conservateur est arrivé 3e. On écoute la nouvelle députée libérale de Daniel Martin. Vous allez voir, elle parle très bien français. Pour moi, tout d'abord, l'important, c'est de bien représenter ma communauté ici à University Rosedale. C'est ça ce qui est le plus important en ce moment. Bien sûr que pour le pays, avoir un gouvernement majoritaire, un peu plus de stabilité, ça nous donne un peu plus d'occasion pour pouvoir travailler sur les enjeux les plus importants pour le Canada. Ce sont de très grosses chaussures, mais heureusement, j'ai apporté mes propres chaussures. Je suis prête à travailler. Ouais. Dans Scarborough Sud-Ouest, qui était vacant depuis le départ du ministre Bill Blair, encore là, c'est la candidate libérale Dolly Begum qui a gagné avec 69 % des voix devant la conservatrice qui a obtenu moins de 20 % des voix. Le NPD est terminé bon 3e avec 5 % des suffrages. Alors, vous l'avez dit tantôt, c'est ce qui fait donc que le gouvernement de Mark Carney passe d'un gouvernement minoritaire à un gouvernement majoritaire. Et c'est ce qui fait donc qu'il pourra avoir les coudées beaucoup plus franches au Parlement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bonne journée.
Vous avez sans doute reconnu ce début de chanson à la batterie de Phil Collins, In the Air Tonight. Julie Jasmine est de retour en studio. Donc, il est intronisé au Panthéon du rock. Oui, exactement. Le sera intronisé. Ça va se faire en novembre prochain. Alors oui, on connaît maintenant la liste des sélectionnés. Il faut que leur premier enregistrement date d'au moins 25 ans. Alors, c'est le cas de Phil Collins, bien évidemment. Et ce sera sa deuxième intronisation. Il avait été avec Genesis, un des rares à d'ailleurs avoir vendu 100 millions de disques. 100 millions. Autant en version solo qu'en groupe, imaginez. Il y a Michael Jackson qui a fait ça, puis il y a Paul McCartney, entre autres. Alors, et parmi les artistes de la promotion, il y a aussi le groupe métal, Iron Maiden, Mathieu. Tiens. Elle en fait jouer. Elle en fait jouer, mesdames, messieurs. Je veux garder mon emploi. Je veux garder mon emploi et faire s'arranger pour que mon animateur soit heureux. Il y aura aussi Joy Division, New Order, Billy Idol, Wu-Tang Clan, Shadé aussi, ainsi qu'Oasis qui s'est reformé après 15 ans de séparation. Alors voilà, en novembre prochain, intronisez tous. Parfait. Alors, on entendait Run to the Hills en sourdine d'Iron Maiden pour ceux qui veulent savoir. Il y aura du changement à Ici Première, oui, lors de la prochaine rentrée radio en septembre. Oui, un jeu de chaises. Il y a Annie Desrochers qui est actuellement dans le 15-18, donc le retour à la maison ici à Montréal. Ça va les matins de fin de semaine. Ce sera une émission qui sera diffusée, qui est déjà diffusée à travers tout le pays, donc à partir du 22 août. Et qui on met dans le retour à la maison, c'est Monique Néron, qui était le samedi matin depuis le mois d'août dernier, donc s'en va dans le retour. On parle d'une émission, en fait, complètement renouvelée pour le retour à la maison. Et ça va commencer le 17 août prochain. Alors changement, voilà, donc, oui. Dans vos habitudes d'écoute, on a appris au cours des dernières heures le décès d'un important producteur impresario, Donald K. Donald, que l'on connaît, son vrai nom, c'est Donald Tarleton. Oui, exactement. Une figure incontournable, Mathieu, pendant des décennies de la scène musicale ou artistique montréalaise. Son nom était une marque forte. Hein? Tout le monde connaissait Donald K. Donald. Alors, décédé à 82 ans, ça a été annoncé sur les réseaux. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant, mais producteur de disques et de concerts. C'est grâce à lui si on a vu, entre autres, des figures comme les Rolling Stones, Pink Floyd, David Bowie, ici à Montréal à partir des années 70 et a ouvert les portes des arénas à des artistes d'ici comme Céline Dion et Corey Hart. Alors voilà, décédé à 82 ans, Donald K. Donald. Ouais. De grands noms du cinéma, dont Denis Villeneuve s'oppose au rachat de Warner par Paramount. Oui, exactement. C'est dans une lettre ouverte qui a été signée par plus de 1000 acteurs, scénaristes, producteurs et réalisateurs. Juste pour vous dire, le petit rappel, c'est qu'en février dernier, il y a cette entente qui a été conclue entre Paramount Skydance pour l'achat ou l'acquisition, en fait, de Warner Brothers Discovery, une des plus grandes transactions jamais prévues dans le milieu du cinéma. Et ce que disent, en fait, ces acteurs, ces réalisateurs, c'est qu'il y aura moins de possibilités pour eux, moins d'emplois. L'intégrité, l'indépendance et la diversité de l'industrie sera gravement compromise et que là, il y a une enquête pour pratiques anticoncurrentielles qui a été ouverte, notamment par le département de la justice de la Californie. Bon, ce sera à suivre. En terminant, un petit mot sur Flore Laurentienne, un nouvel album disponible depuis vendredi. Et ça, Mathieu, tiens, c'est pas d'Iron Maiden, mais... ça s'écoute bien. Ça s'écoute tellement bien. Alors, c'est Mathieu David Gagnon, volume 3. Donc, on va il clôt sa trilogie qui a entamé il y a 7 ans. Alors, c'est aussi cinématographique que les précédents. Alors, c'est vraiment cette espèce de renversante fusion entre des éléments acoustiques et des éléments synthétiques. Alors, voilà, si jamais ça vous dit, là, allez écouter ça, volume 3 de Flore Laurentienne. Voici la pièce Le Temps. Merci, Julie Jasmine. Ça fait plaisir. Là-dessus, Marie-Michel Borduas se joint à nous. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. On va surveiller aujourd'hui, entre autres, la saga du sirop d'érable falsifié, ça se poursuit. Oui, parce que c'est au tour des marchés Adonis qui a des succursales au Québec et en Ontario de retirer le sirop qui a été coupé avec du sucre de canne de l'acériculteur Steve Boudreau de ses tablettes. Des cannes falsifiées s'y sont retrouvées. Le numéro de la compagnie, je le rappelle, 9227-8712 Québec Inc. Il était caché par une nouvelle étiquette, Les Rabeilles. Cette fois-ci, la semaine dernière, c'était Angela. Maintenant, Les Rabeilles, texte de Gaétan Pouliot à lire sur notre site Web. Plus d'un an après le début de la guerre tarifaire avec les États-Unis, les Canadiens continuent de bouder les produits américains? C'est ce que montre un sondage réalisé par la Banque de développement du Canada. 6 répondants sur 10 se disent prêts à payer plus cher pour des produits canadiens, malgré ce contexte économique difficile actuel. Ils débourseraient en moyenne 23 % plus cher. Reportage de Philippe de Montigny, à entendre notamment dans nos radiojournaux. Intéressant. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.
Le forfait Crave et ici tout.tv Extra. Tu en as caché une belle, toi. 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra.